Bonjour, aujourd'hui on accueille Perrine pour apprendre la neuro de manière ludique. Est-ce que tu peux te présenter, Perrine, du coup, et dire ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, j'accompagne des enfants, des adultes aussi, pour passer par-dessus des petits tracas, des petites difficultés qu'on peut avoir d'apprentissage au niveau des émotions, au niveau du comportement, au niveau des apprentissages plus académiques, des apprentissages cognitifs, comment je m'organise dans ma tête, et puis au niveau postural aussi. Tout est lié tout le temps. Et donc, je suis formatrice en réflexe archaïque avec la méthode IMP, intégration motrice primordiale. Et puis, Neuroludo, c'est mon petit bébé de comment par le jeu, et quasiment exclusivement par le jeu, on va aussi dépasser nos limites posturales, cognitives, et ce, par la joie. Donc, Super. Ouais, parce que ça regroupe en fait Neuroludo. Je sais que je peux en parler parce que je l'ai fait du coup. Et en fait, Perrine, c'est ma formatrice en réflexe archaïque à la base, la première avec qui j'ai fait des réflexes archaïques. Et donc, j'ai fait le séminaire Neuroludo aussi. Et donc, dans Neuroludo, en fait, c'est vraiment plein de méthodologies pour amener le côté neuro et réflexe archaïque dans des groupes ou avec des personnes qu'on peut pas forcément venir toucher, où on n'a pas la possibilité de faire en tout cas des réflexes archaïques avec une intégration isométrique comme on peut connaître, etc. Donc voilà, c'est amener quelque chose de différent. Et c'est super ludique parce qu'en fin de compte, on peut s'adresser à des enfants, comme à des handicapés, comme à des sportifs dans une équipe, comme à des gens lambda, tout simplement, parce qu'on passe par des activités motrices et des jeux pour y arriver. ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais la base comme j'étais formatrice en réflexe déjà, donc j'avais l'aspect théorique et puis je le mettais en pratique en individuel sur table de massage avec des manipulations. Mais alors il y en a, j'adore cet outil, hein, les pressions isométriques et tout, les petites stimulations sur table, je trouve ça vraiment formidable, mais ça marche pas pour tout le monde. Et ça marche pas pour tous les professionnels non plus, parce que, comme tu dis, on n'est pas tous amenés à s'approcher des corps d'aussi près. Et donc, le déclic qui s'est fait, moi j'étais déjà très portée sur le jeu. J'ai moi-même utilisé le jonglage pour dépasser des blocages ou des petits tracas émotionnels, cognitifs, posturaux. Et du coup, j'ai vu la conférence du professeur Hutter, c'est un neurobiologiste allemand, qui expliquait que le petit enfant s'émerveille toutes les 3 minutes avec un bout de ficelle, une petite voiture, n'importe quoi, etc. Et qu'à chaque fois qu'il s'émerveille, neurochimiquement, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de synthétiser la protéine qui est précurseur de la gaine de myéline, donc qui nous fait passer du bas débit au haut débit dans le système nerveux. Et en gros, ça m'a ramené à que la joie soit ton guide, là où tu vas, là où tu trouves ta joie, ton enthousiasme, ta motivation, ton émerveillement, et ben, tu deviens plus intelligent dans les zones impliquées, dans le mouvement que tu es en train de faire. Ok. Ça me va bien comme lifestyle. Ouais, c'est génial. C'est très pavlovien finalement. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est moi qui suis issue du yoga, de la psycho, etc. Bah, on y est, quoi. Je sais pas, de la décroissance, du- de, 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 de tous ces concepts-là qui nous emmènent vers ralentir, se poser et être mu par notre joie et tout et tout. Donc, ça me va bien comme message. Euh, qui est appliqué autant professionnellement que personnellement. Enfin, c'est un objectif de vie en soi. Donc, Super. et donc tout ça, c'est largement faisable avec des résultats super enthousiasmants aussi, comme tu le vois dans ta pratique. Mm. Et alors, il y a le jeu, il y a toute la dynamique du jeu et l'observation du jeu, parce que dans la dynamique du jeu, on voit bien que parfois, t'as qu'à mettre deux enfants, ou même deux adultes, hein, l'un en face de l'autre avec les mains comme ça pour jouer à la bataille, et ben tout d'un coup, t'en as un qui va se devenir tout mou d'un air de dire bouffe-moi, c'est bon. Et t'en as un autre qui va réveiller quelque chose de Rah je vais pas me laisser faire et tout. Et ça, c'est ça d'observer dans la dynamique du jeu les manifestations du cerveau reptilien, tout simplement.
de est-ce que je suis passée en mode agressif, je lutte pour ma survie, est-ce que je suis passée en mode je m'efface, c'est beaucoup plus écologique pour moi de me faire bouffer. Et ben ça, on le revoit dans les dynamiques, et on le revoit dans les dynamiques posturales, on le revoit dans les dynamiques émotionnelles du quotidien. Puis bah, ça, par exemple, bah, c'est intéressant de voir que c'est rattaché au réflexe de parachute qui nous permet de nous rattraper quand on va au sol, parce que c'est comment j'ai établi la conscience de mon espace. Donc, est-ce Mhm. que je vais avoir conscience de ton espace et du coup le respecter, ou est-ce que j'en ai juste pas conscience et que je vais sans arrêt te bouffer ou t'envahir, ou bien est-ce que moi j'ai pas conscience de mon espace et je me laisse envahir, ou bien c'est très flou pour moi et je me maintiens loin de tout le monde et pour pas envahir et pour pas être envahi. Et en fait, ça c'est un exemple, mais dans le jeu, on va non seulement pouvoir observer ces dynamiques-là, apporter les jeux adaptés pour aller travailler. Bah là, ça va beaucoup se passer dans la chaîne des bras et avec des exercices visuels. Donc en fait, tu travailles la chaîne des bras, les exercices visuels, et tu mets les enfants les personnes dans une dynamique où il peut y avoir impliqué donc comment je gère l'espace de l'autre ou mon espace. Et puis bah, tu t'observes qu'avec ces exercices-là et ces jeux-là, et bah tiens, lui, il respecte beaucoup mieux l'espace de l'autre. Lui, il fait beaucoup mieux respecter son espace. Là, on est dans les dynamiques des harceleurs harcelés, tu vois. Euh, Mhm. et ça, bah, c'est ça, par le jeu. Mais c'est parce qu'on connaissait la théorie des réflexes archaïques et que on a su savoir où est-ce que ça se loge à peu près dans le corps. En tout cas, le réseau nerveux, ça s'organise comment. Et puis, ma foi, ça se place dans les bras. Bah, vas-y, on va travailler les bras. Et c'est en coordination avec les yeux. Bah, on va aller travailler aussi des exercices de coordination avec les yeux. Donc, comme ça, tu prends tout ce qu'on observe dans le quotidien de cet enfant. Il est comme ci, il est comme ça, ou cet adulte, hein, et il veut se dépasser à tel niveau, et puis on va trouver les jeux adaptés à, on joue et on observe le résultat. Ouais, et puis le neuroludo, c'est vraiment, comment dire, une modélisation et une retranscription de beaucoup de choses que tu as fait dans ta vie en termes de formation, etc. Et que tu retranscris en suivant un parcours, en fin de compte, d'intégration pour ces personnes qu'on va suivre, où on va passer par différentes étapes. Des fois, ça peut être par des mouvements de réflexe archaïque qu'on va faire sur des danses, des chants, etc. Ou ça peut être par des jeux avec des balles ou avec des sacs de grains et encore plein d'autres choses, quoi. Moi, ce que je aussi beaucoup aimé, c'était ce concept de petits circuits training neuro, tu sais, ludiques, etc., qui bah, me parlait bien parce que quand tu es coach sportif, tu fais beaucoup de circuits training. Et finalement, bah, c'est une manière aussi pour nous de se dire, ah punaise, c'est comme ça qu'on peut l'intégrer. Et ça peut s'intégrer aussi bien pour un coach euh, à l'échauffement que dans un circuit d'entraînement tu sais, entre deux exercices musculaires que en guise de récupération. Parce qu'il y a aussi cet aspect ludique qui fait que les gens, bah, ils oublient un petit peu à un moment bah, là où ils en sont. Et nous, on travaille, bah, tu verras quand tu viendras sur notre séminaire, dans nos séminaires, on met toujours des jeux. À un moment dans le séminaire, tu sais, des petits challenges, des trucs ludiques, tu vois. Je peux pas tout dire parce que si nos élèves qui sont pas encore venus, ils vont venir à notre séminaire, ils vont déjà se dire, ah mince, il va falloir que je prépare ça ou ça. Mais non, on fait des petits jeux, c'est vraiment marrant. C'est souvent à base de coordination, de sacs de grains, de balles, etc. Mais du coup, c'est pour créer aussi un espace de, OK, je suis là dans un contexte, mais aussi je peux apprendre à m'amuser avec ce contexte. Et en plus de ça, mon système nerveux, il peut apprendre en même temps et puis voilà, décoincer. Parce que tout le monde va être obligé de faire à un moment un peu de coordination avec la balle, etc., etc. Puis ça décoince bien, tu vois. J'ai une question pour toi. Du coup, est-ce que toute ton évaluation se passe par du jeu, donc du jeu qui entraîne un autre jeu, ou alors tu fais quand même au début un testing spécifique des réflexes? Pour ça là, je demande par rapport à les questions. Après, c'est vrai qu'Adrien il a parlé. Du coup, je savais pas où Ouais, te placer. Du coup, c'était un peu il y a plus longtemps, mais bien sûr. Non, non, mais c'est une question très pertinente. En fait, alors comme moi, je viens de l'IMP et qu'on a un protocole d'observation, je le trouve génial et c'est croustillant de voir tous les détails qu'on voit dedans, etc. C'est vraiment génial. Mais il se trouve que dans les séances, parfois, ben, c'est pas le bon jour pour ça. L'enfant ou la personne elle n'est pas dispo pour ça, ou bien je sais pas, il s'est passé quelque chose en début de séance qui fait que tout de suite on est parti en interaction et que bim, on y va, c'est parti, go. Ou bien alors qu'il faut canaliser l'enfant parce que c'est un petit marsupilami. Donc allez hop, sors la planche d'équilibre, hop, on commence à s'échanger des sacs. Et en fait, bah, c'est parti quoi. Et c'est en tout cas pour répondre à ta question, c'est que
il y a largement, en connaissant la théorie des réflexes archaïques, il y a largement moyen d'observer par le jeu. Et la théorie des réflexes archaïques, elle est très simple et très accessible, Hmm. c'est ça qui me plaît beaucoup. Hmm. Donc oui, c'est complètement par le jeu. Bah, tu as dû l'expérimenter pendant ta semaine, Adrien, tu as dû voir plein de choses. Ouais, c'était exceptionnel. Et puis même des fois, tu peux remettre des thématiques. Le pire, je pense que c'est en cabinet, tu sais, quand t'as un enfant qui arrive et qui est pas centré, tu sais, avec lui-même, et c'est le bazar. Et ben, tu dis, tiens, je vais lui lancer un sac, il va me relancer le sac. Et déjà, tu observes les coordinations. Et après, tu dis, bah tiens, tu le lances d'à côté. Après, tiens, tu vas essayer de le lancer en croisé. Tu observes d'autres choses. Et après, tu dis, allez, viens, pour aller chercher le sac, il est parti là. Bah tiens, on va aller chercher à quatre pattes. Et puis voilà. Et donc, en fin de compte, tu construis ton observation à partir juste des informations que tu vois autour de toi, quoi. Et là, tu vois, quand j'ai fait ma semaine, j'avais mis un moment une poutre avec les tapis autour et tout, tu vois, la sécurité. Mais j'ai mis une poutre et j'ai dit aux enfants, bah tiens, tous les matins, ils avaient un espèce de circuit à faire. Enfin, ouais, c'était un circuit, un petit chemin, tu sais, il fallait aller dans un tunnel, aller sur la poutre, etc. Et ben, il y a des enfants, ils refusaient de monter sur la poutre parce qu'ils n'avaient pas du tout accès à leur réflexe tonique labyrinthique, mais à d'autres processus de coordination qui leur permettraient de le faire. Donc, déjà pas en sécurité avec eux-mêmes, tu vois. Et donc, voilà. Et ça, ce sont des bases qu'on va revoir avec Neuroludo quand tu viendras nous. Parce que c'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais quand tu viendras nous faire le Neuroludo au mois de juin, le dernier week-end de juin, ben, c'est des choses qu'on va revoir en pratique, clairement. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, c'est qu'il y a le jeu. Toi, avec les parcours que tu faisais, bah, non seulement pendant qu'ils font le jeu, ils se dépassent sur plein de trucs, parce qu'il y a justement cet attrait, cet émerveillement, ce besoin d'aller de l'avant. Mais toi, pendant ce temps-là, tu peux observer plein de choses et les faire retravailler après plus individuellement avec des exercices plus précis. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y a le mouvement. Donc ça, c'est super, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Mais c'est pas du tout la même chose quand on vient rajouter la présence avec le mouvement. Et ça, c'est quelque chose que je travaille énormément dans Neuroludo. Je vais te donner un exemple. C'est qu'il y avait un enfant, un petit marsupilami qui est arrivé, hop, 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 il commence à sauter partout et tout. Moi, j'avais besoin d'échanger un peu avec le papa. Je l'installe sur la table et je commence à lui mettre des petits poids, hop, dessus, sur lui, sur l'enfant, pour lui faire sentir toutes les parties de son corps, etc. Et l'aider à bien intégrer, bien sentir son corps, amener sa présence dans son corps. En passif, tu vois, moi, Mm. je m'occupais pas de lui, je mettais juste je parlais avec le papa. Et puis, hop, l'enfant se retourne, hop, et puis finalement, j'avais encore besoin de parler un peu avec le papa, mais l'enfant avait terminé, il voulait plus, hop, donc je le mets sur la planche et je commence à échanger des sacs avec lui. Et là, le papa me regarde et dit, mais attends, mais ça, on le fait à la maison, mais on n'y arrive pas, il n'y arrive pas, s'il n'est pas capable. Et je réponds à ce papa, oui, mais c'est parce que là, il est dans son corps. Tu vois, il y a cette notion de présence qui rend la performance complètement Mm. différente. Et on remarque ça chez tous les champions sportifs de haut niveau. Hein. C'est que tu vois des Joko, présence qui fait tout. Alors on peut appeler ça le mental, mais c'est des exercices de respiration et de méditation qu'il y a derrière. Mm. Donc en fait, je m'aperçois dans les exercices que je mets en place que les résistances, elles sont au début, on croit qu'elles sont dans le mouvement, les résistances, qu'il y a un problème, un blocage, etc. Oui, c'est vrai à un certain niveau, et je m'en régale avec les réflexes archaïques. Mais il y a beaucoup de résistance surtout à la présence, parce qu'on n'est tellement pas habitué à être présent et à explorer cette présence qu'elle est là, la résistance. Et je la vois, la résistance du cerveau reptilien, par manifestation. Et c'est chouette parce que quand on va travailler là-dessus, eh ben, on va transcender les problèmes comportementaux qu'on retrouve. Bon, de toute façon, moi, s'il y a un truc que j'ai un petit peu exploré ces derniers temps, c'est vraiment que la présence transcende les réflexes, transcende les limitations du système nerveux. On les voit devenir des machines de guerre sur un cours de tennis. Ça transcende tout. Et là, ils font comme des robots. Boum, boum, boum. Ils rattrapent toutes les balles et on se dit, mais ils ont l'air de s'ennuyer. On dirait qu'ils ont un visage tout morne, parce qu'ils sont dans une telle présence que les mouvements sont décuplés. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans Neuroludo parce que on a beau travailler tout plein de choses, s'il n'y a pas la présence, on a des idéaux sur le monde qu'on veut mettre en place et tout, mais sans présence, on va droit dans le mur. Donc, c'est Mm. d'arriver à décortiquer tous ces petits pièges-là et toutes ces manifestations du cerveau reptilien. Exemple, j'avais une question il n'y a pas longtemps, ça disait,
l'enfant rentre dans mon cabinet et il retourne le cabinet. Il est agité, tout ça, machin, je sais pas quoi faire, il veut rien faire, il est en opposition sur tout, et ben génial. Mais là, c'est important de se rendre compte on a affaire à qui? À un cerveau reptilien. Il n'y a pas la présence. Il n'y a pas la présence. Il n'y a pas la présence. D'accord? Le gamin, il est parti partout, il n'est pas là, il n'est pas dans ses pompes, il est à côté de la plaque. Et donc, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste le gardien des lieux, le gardien du bâtiment qui est le cerveau reptilien, et heureusement qu'il est là. Mais il faut apprendre à faire connaissance un peu avec lui pour voir ses manifestations. Et ses manifestations, ça se résume en deux mots si tu as vu les Croods. C'est c'est nouveau, donc c'est dangereux. Et ne jamais avoir pas peur. Et à partir de là, bah, tu vois que bah oui, j'ai besoin d'aller soulever tous les jouets de ton cabinet pour voir s'il n'y a pas un crocodile en dessous. Puisque mon cerveau m'envoie des messages d'alerte qui disent, attends, attention, tu connais pas ici, tu sais pas ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et moi, là, bah oui, en tant qu'enfant, oui, je vois des jeux, des jeux, des jeux, mais à l'intérieur de moi, ça pousse ce signal d'alerte, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, je vais aller tout retourner. Et aussi, c'est que bon, ça peut être au niveau d'aller mettre le bazar, mais c'est aussi au niveau d'être en opposition et de refuser tout. Parce que je suis pas dispo, je suis en train de lutter pour ma survie. Il y a une menace qui pèse sur moi tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que j'aille répondre à ton jeu de balle ou de trucs ou de machin ou de quoi? Donc, c'est intéressant d'apprendre à connaître c'est quoi un cerveau reptilien. Je parle Mm, pas de neurophysio ou de neurobio là, je parle vraiment de comportement pour arriver à mm. déceler que, ok, je vois où t'es, je vois où t'es, c'est bon, j'ai compris. Et on se rend pas compte que des fois, euh, on le sait que tu sais, le cerveau, il fonctionne pour la survie, mais on se rend pas compte à quel point, des fois, bah, avec des enfants qu'on ne sait pas trop quoi faire avec eux, tu vois, mais ils ont juste besoin de cette sécurité, de se sentir justement en sécurité. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup pris conscience aussi bah, quand j'avais fait Neuroludo, où je m'étais dit, tu sais, j'ai revu plein de trucs. Quand on parlait de sécurité, ouais, la petite partie théorie aussi, qui est très très légère, hein, mais dans lesquelles on parlait de remettre en place la sécurité, etc. Et je me disais, mais punaise, il y a des comportements des fois que tu as même toi avec ton propre enfant, et tu te dis juste, mais tiens, mon enfant, quand il fait ça, c'est peut-être juste qu'il manque de sécurité. J'ai vachement changé mon approche par rapport à ça, même chez moi, tu vois, dans ma maison, et du coup, tu vois différemment. Et quand je prends bah, une classe de 10 enfants comme j'ai eu pendant les vacances scolaires, où tu dis, il y a beaucoup d'enfants qui avaient des troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, euh, là, tu te dis, OK, ils ont besoin de sécurité avant tout. Et quand tu replaces ça au centre, et que des fois, il faut remettre un cadre aussi, parce qu'ils ont besoin de cadre, mais faut aussi qu'ils se comprennent avant d'avoir le cadre. Et quand tu remets ça en place dans tes séances, ben, tu t'aperçois, et les parents aussi s'aperçoivent rapidement à la fin des journées, que, waouh, il n'a jamais réagi comme ça. C'est plein de messages, en fin de compte, que j'ai eu à la fin de la semaine. Mon enfant n'a jamais réagi comme ça. Mon enfant n'a jamais été comme ça. Mon enfant, jamais un matin depuis, il a 8 ans, jamais un matin depuis ces 8 ans-là, où il n'y a pas eu une crise. Là, cette semaine, zéro crise. Le soir, c'est la première fois qu'il dormait de sa vie. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui font se dire, OK, bah, il faut peut-être, ben, comme tu disais, qu'ils apprennent à être en sécurité. Et puis après, voilà, autour des jeux qu'on met en place, on essaie de mettre en place voilà, quelque chose de cohérent et qui permette de faire progresser, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. voilà. Moi, ça m'avait beaucoup parlé, Neuroludo. Donc, c'est pour ça, forcément, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux qu'inviter Perrine sur notre séminaire? Parce que pour ceux qui suivent nos séminaires, vous savez que on a plusieurs séminaires dans l'année. Donc, il y a la formation tu sais, qui est en online, je t'avais un peu expliqué. Et ils ont le droit à un séminaire sur 2 jours. Et à chaque fois, on fait intervenir un intervenant externe qui nous fait une petite conférence le dimanche sur bah, ce qu'il apporte. Et le lundi, mardi, bah, la personne reste et nous propose une formation. Et c'était logique du coup que tu sois là. C'est le week-end du 24-25 juin, il me semble. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, 27, Ouais, 27, je sais plus. Oui, parce ouais, que c'est ça. On est autour du 25 juin. J'ai plus les dates en tête, mais voilà, si vous déjà vous voulez pré-réserver votre place, c'est faisable. Et je pense que Seb mettra le lien dans le YouTube. Comme ça, les gens ils pourront directement aller Dans le se YouTube, oui. préinscrire. Ouais. Donc voilà, bah, c'est Cool. super. En tout cas, je te remercie, Perrine, pour cet échange. eh ben, avec plaisir. Hâte, super contente de venir en juin et très hâte d'y être. Allez. Super. Merci beaucoup. Bye. Merci. À Ciao, ciao. bientôt.